Merci beaucoup pour l'invitation. C'est mon grand honneur d'être ici à l'Université du Genova. Je voudrais présenter des narrations différentes concernant les deux guerres mondiales. L'intention première de ces communications est de démontrer un parallélisme singulier qui existe entre les auteurs polonais et juifs. La perception des expériences clés du XXe siècle seront les arguments permettant de prouver les parallélismes de la mémoire, comme signalé dans le titre. Les matériaux sur lesquels s'appuient mes analyses comprennent des textes en polonais et en yiddish. Et pour ce qui concerne la Grande Guerre, ainsi que la prose d'auteurs polonais et polono-juifs, ayant pour sujet la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La prise en compte des œuvres écrites en hébreu ou dans d'autres langues et portant sur l'Holocauste nécessiterait une œuvre en plusieurs volumes et non pas une seule présentation. La Première Guerre mondiale a apporté aux Polonais et aux Juifs de l'Europe centrale et orientale des expériences radicalement différentes. Les deux groupes ethniques étaient liés par leur participation directe à la guerre. Ainsi, aussi bien les Polonais que les Juifs ont servi dans les armées russes, allemandes ou celles des Habsbourg. Ainsi, les uns et les autres étaient appelés sous les drapeaux et portaient les uniformes d'armées adversaires. Shlomo Zangwill Rappaport d'Ianski, écrivain éminent en yiddish, a entrepris 3 voyages en Galicie dans la première moitié de 1915. Il avait pour mission d'organiser l'aide destinée à la population juive locale. La Galicie, ce n'est pas la Galicie en Espagne. C'est une part des monarchies des Habsbourg. Son séjour suivant en Galicie a été plus long, de décembre 1916 et à mars 1917. Il a laissé à la postérité une sorte de journal ou rapport der jüdische Juden von Polen, Galizie und Bukowina, qui est un recueil non seulement de notes et d'observations récoltées dans différentes villes de Galicie, mais aussi d'informations obtenues de diverses villes et villages, de conversations entendues et attitudes constatées chez les représentants de divers milieux. L'une des observations d'Ansky, plus intéressante, citée déjà en 1915, est une histoire répandue, bien qu'en versions différentes, dans les narrations juives et qui témoignent du drame majeur de la population juive. L'écrivain note que, je cite, la légende la plus fréquemment citée par la population juive était l'histoire de 2 soldats juifs dans des armées adverses qui se rencontraient au combat sur le front. Lorsque l'un d'eux donne un coup mortel de baïonnette à l'autre, il entend prononcer ces dernières paroles, Shema Israël. Fin de la citation. Or, l'histoire de ces fratricides tragiques n'est pas une légende. Un contexte historique bien réel est apporté par une note concernant le cimetière juif à Jasło, ce petit village, où, je cite, 17 soldats de l'armée austro-hongroise et 5 soldats de l'armée russe ont été enterrés, toutes d'obédience juive, tous morts sur les champs de bataille ou emportés par la maladie, décembre 1914. Ces éléments si éloquents de la mémoire concernent les fratricides commis au combat, de même que les motifs du meurtre de Caïn se retrouvent dans les narrations polonaises, sans pourtant en constituer le motif principal. Il est explicité dans la prose de Stefan Jaromski.
Le tableau que le lecteur en trouvera dans l'ouvrage Erreur est clair. Ainsi, en décrivant tombes de guerre récentes, celles des soldats allemands et russes, l'auteur cite les noms des familles des soldats ensevelis. Il suffit de les lire pour voir que, je cite, à côté des Allemands, les noms de ces Deutsche, gravés dans la pierre dure, Moczynski, Rogojinski, Kornowski, à côté des Russes, les noms de ces Russen, qui, ayant enfoncé leur couteau jusqu'en manche de la poitrine des ennemis, dorment pour l'éternité ici, à la limite de leur combat. Wąsowicz, Zabielski. Citation finie. Ce nom d'une sonorité typiquement polonaise devient un élément de la mémoire d'une guerre durant laquelle des compatriotes s'entretuaient. Une participation au combat menée par des armées étrangères, des unes comme des autres soldats, et une sorte de fratricide sont donc des éléments importants de la mémoire tant polonais que juive de la Grande Guerre. Cependant, ce genre d'image anti-héroïque est relativement rare dans la littérature polonaise de l'époque. Ce qui se manifeste plus clairement, c'est les courants liés au pacifisme. Il s'y est d'évoquer ici les Sels de la Terre, roman de Józef Wicklin, et la prose de Józef Czechowicz, des ouvrages probablement les plus importants et caractéristiques. L'une des scènes cruciales du roman de Wicklin est la description du fonctionnement de la commission sélectionnant les nouvelles recrues dans l'armée autrichienne. Déshabillés, les habitants de l'Empire deviennent des soldats potentiels, perdant par suite de leur uniformation les traits d'instinctifs et les marques d'appartenance aux divers groupes culturels et ethniques. Hutzul, juifs, paysans ukrainiens partagent la même sorte. Czechowicz, les autres, portent le même regard sur le phénomène de la guerre en apercevant son absurdité et son caractère tragique. Dans un de ses récits, il note, je cite, « Tu es, on ne peut l'oublier, la bouche pleine de sang, les yeux remplis de la poussière de la marche, les mains trouées de balles, stigmatiques, les troncs déchirés. » Citation finie. Il est d'autant plus indiqué de faire référence à ceux des auteurs qu'en règle générale, toute la littérature polonaise consacrée à la Grande Guerre et surtout à sa fin, de même qu'à la guerre polono-soviétique 1920, est marquée par une narration héroïque concentrée uniquement sur l'avènement de l'État, le patriotisme polonais. Ce qui règne dans la plupart des écrits, c'est la fierté historique et une sublimation visant à former l'identité de la collectivité. Peu nombreux sont les auteurs qui traitent la mémoire de la Grande Guerre en termes de la tragédie humaine, la plupart met accent sur ce qui est lié à la polonité. Une autre perspective narrative de la Première Guerre mondiale est représentée dans les textes où nous avons affairé à ce que Marie-Louise Pratt a appelé les zones de contact zones, qui deviennent parfois, comme dans les cas de récits d'Ansky sur les pogroms, une zone de conflit. Un des romans d'Ozel Warszawski apporte une description et une diagnose des séquelles entraînées par la guerre. Les récits présentent l'activité contrebandière des habitants d'une localité située près de Varsovie lors du blocus de la capitale par les Allemands. Toute l'intrigue du roman se déroule sur le fond d'un drame social constitué par l'expérience de guerre. La prose en yiddish, parue en 1920, est intitulée Les contrebandiers est la première partie d'une trilogie dont l'ensemble se déroule au temps de la Première Guerre mondiale.
Les deux parties, la forgeson et l'uniforme, ont été écrits en exil à Paris. Le récit des faits des contrebandiers peut être interprété comme une sorte de description de la coopération entre ceux qui étaient en temps de guerre exceptionnellement touchés par la pauvreté. Les Juifs nécessitant des shtetl et les chicsés prostituées de Varsovie. Les scènes finales acquièrent une expression symbolique. Et un des événements significatifs est la prise par des jeunes Polonais dirigés par les chrétiens Janek des bureaux de commandants locaux, la distribution aux groupes d'armées abandonnés et la déclaration de la prise du pouvoir local. Et certes, un des contrebandiers juifs va rejoindre ce qui se nomme l'organisation militaire polonaise. Mais Janek feint de ne pas l'entendre et le volontaire Feike doit retourner chez les siens. Il n'y a pas de place pour lui dans la communauté des citoyens de la Nouvelle-Pologne. Ce qui constitue une différence radicale entre la mémoire des temps de la Grande Guerre et de celle de 1920, c'est la violence et les pogroms subis uniquement par les Juifs. Ansky, déjà cité, commence sa chronique par une courte présentation de propagande russe où il indique les accents antisémites s'intensifiant exceptionnellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. De même qu'avant à Varsovie, pendant son voyage en Galicie, il entend des stéréotypes anti-juifs exprimés avec conviction. La figure du juif traite non qu'une parmi tant d'autres. En effet, il suffit de posséder un téléphone pour être suspensionné de contact avec l'ennemi et le fait d'avoir des informations prouve l'espionnage. L'auteur cite une femme des chambres d'un hôtel convaincue que les Juifs font des signes aux avions allemands pour leur indiquer les endroits à bombarder et qu'ils, je cite, ont une pommade dont ils s'enduisent et qui les protège des bombes. Citation finie. Les premières villes visitées par l'auteur Ansky est Brody, détruite par l'armée russe qui a franchi la frontière. Tout comme la propagande russe accusait le milieu juif d'espionnage et de trahison, de même au début de la guerre, l'on cherche à justifier la violence. Ansky souligne, je cite, l'on a donc trouvé une calomnie qui, avec le temps, est devenue une formule expliquant tous les pogroms et violences infligées aux Juifs. Une jeune fille juive aurait tiré d'une fenêtre sur l'armée russe. Citation finie. Celle-ci a donc été forcée de mettre les faits à toute la ville. Ce n'est qu'une des narrations accompagnant l'usage de la force envers les habitants juifs. La lecture de l'ensemble des notes d'Ansky permet de voir une évolution, une extension des violences qui devenaient de plus en plus brutales. Je cite. Après, au cours de la guerre, il en fait de même. Il est question de la destruction des Brodés. Dans des dizaines de villes et villages en Galicie, à un tel point que c'est devenu un phénomène commun qui n'attirait plus aucune attention ou n'impressionnait plus personne. Citation finie. Au cours de la guerre, qui n'a pas uniquement entraîné la mort des soldats et des civils, l'attitude des habitants a également changé. La dégénération morale qui touchait de nombreux milieux a fait que la persécution des Juifs a pris une envergure de masse. Selon l'écrivain, je cite, pour arrêter un Juif, l'expulser en l'expropriant ou le prendre sans aucune accusation officielle, telle qu'accueil bienveillant aux Allemands ou trahison, n'était nécessaire. Le seul fait d'être juif était suffisant. Citation finie.
En ce qui souligne l'apparition d'une aversion particulière envers les Juifs et leur mise en cause dans tous les malheurs provoqués par une guerre terrible. Je cite, « Il existe un accord général et horrible selon lequel ce sont les Juifs qui ont conduit à l'état actuel. Un Polonais local avec son faux sourire, un réfugié ukrainien naïf, un prisonnier de guerre hongrois ou russe, tous sont unis dans leur haine des Juifs. » Citation finie. En écoutant les récits du médecin militaire et aide de camp du camp Bobrinsky, l'auteur souligne le ton particulier de ces déclarations, l'esprit de vengeance et de satisfaction qui l'anime, l'acceptation totale de l'agression, tant de la part des soldats que celle de la population locale à l'égard des Juifs. En ce qui retient aussi l'avis d'un Polonais, un certain Rychlewski, selon qui, je cite, « Les Juifs galiciens sont malfaisants. Ils sucent comme des singes sucent, les singes de la nation. » Citation finie. Ainsi, si le thème du souvenir des pogroms apparaît dans la littérature judéo-polonaise, il est absent dans les œuvres littéraires polonaises. Même la fameux pogrom de Lwów, c'est le quartier du Lwów, de 1918, bien que bruité dans le monde, trouve erreur dans la presse polonaise et plus souvent dans un contexte qui en rend les Juifs responsables, il aurait aidé les Ukrainiens, ou qui attribue la violence uniquement à la perche locale. Un autre élément important de la narration sur le passé des Juifs, un passé marqué de grandeur, mais aussi de tragédie, c'est la destruction de l'héritage culturel, elle aussi liée aux pogroms. En ce qui décrit la profanation des synagogues à Butchach et Sadagora, le saccage des cimetières juifs, dont celui de la tombe du rabbin Israël de Rogin, ou encore les livres sacrés incendiés. L'une des conséquences les plus dramatiques de la guerre, et cela non seulement aux yeux de l'auteur qui observe ces expériences douloureuses, mais dans l'opinion de nombreux autres, est la disparition des écrits de Rabbi Baal Shem Tov, un des créateurs du hassidisme. Le récit, rappelant quelque peu par sa forme une légende hassidique, a pour contexte historique, selon Ansky, la destruction par incendie au cours d'un pogrom d'une librairie antiquaire connue dans le monde entier qui abritait. Ce que confirme les catalogues publiés antérieurement, un grand nombre de manuscrits et d'anciens imprimés inestimables. Lippe Schwager, un des propriétaires, en citant une légende hassidique, se heurte au scepticisme d'Ansky qui voit dans ce récit sur la disparition des textes une de ces narrations inventées au temps des troubles. Le bouquiniste lui montre alors un manuscrit ancien dans lequel, en dehors de l'an 5013, donc 1753, se voit seulement la signature du grand rabbin. L'écrivain cite les paroles du bouquiniste. Je cite, « L'on dit que les lettres ont disparu sur l'effet d'humidité et qu'il est possible de les reconstituer à l'aide de substances chimiques. Mais nous autres, les hassidim, nous pensons de recouvrer d'une autre manière. » Citation finie. À ces mots, l'auteur se rappelle des tables de la loi brisées retrouvées dans la synagogue ruinée de Dębica. Ces deux éléments symboliques permettent de porter un regard tout à fait différent sur l'expérience de la guerre et des pogroms. Les tables brisées et les lettres volatiles se lient pour l'auteur en une sorte d'allégorie de la destruction de la vie des Juifs dans l'espace galicien. Ainsi, le paysage de la guerre acquiert une autre dimension, celle d'un désastre culturel.
Ce motif extrêmement important reviendra dans les narrations juives sur l'Holocauste. Comme je l'indiquais, il n'existe de formules de la mémoire semblables dans les courants polonais et juifs. Elles concernent l'expérience de la lutte fratricide, de la guerre, vue comme une catastrophe existentielle. Le discours essentiel et dominant dans les narrations polonaises sur la Première Guerre mondiale, lié souvent au rétablissement de l'État indépendant ou à la guerre polono-soviétique de 1920, est de nature martyrologique et héroïque. Par contre, dans la perspective juive, la Grande Guerre associée à un désastre à plusieurs dimensions, liées avant tout aux pogroms et aux victimes de la guerre. Il est possible, à mon avis, de discerner dans la littérature polonaise au moins quelques phrases de l'écriture et de la mémoire de l'Holocauste. C'est le parti 2. Les premières réactions littéraires à la Shoah en polonais apparaissent déjà pendant la guerre. Ce sont pour la plupart des poèmes et plus rarement des textes en prose. Ces œuvres sont écrites non seulement dans la Pologne occupée, comme celle de Miłosz ou dans l'anthologie du fond de l'abîme, mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, en exil, comme celle de Broniewski et Kazimierz Wierzyński. Les 5 premiers ans c'est vite. Les 5 premières années suivant la Deuxième Guerre mondiale constituent l'étape suivante. C'est au cours de cette période que paraissent les textes importants des auteurs de générations plus anciennes, tels que Naukowska ou Jarosław Iwaszkiewicz, aussi bien que ceux de débutants éminents, Tadeusz Borowski et Tadeusz Różewicz. Ces 5 années se distinguent clairement et avant tout par le nombre de textes jamais vus après. La plupart des auteurs, comme au cours de la guerre, sont mus par la conviction du rôle essentiel qui incombe à la littérature dans le témoignage et le diagnostic d'une situation existentielle jamais vue auparavant. C'est le Miłosz qui a écrit les importants poèmes Campo di Fiori ou Un pauvre chrétien regarde le ghetto, et c'est la génération qui débutait juste après la guerre. Nombreux sont ceux qui, d'une façon bien consciente, recherchent de nouveaux moyens d'expression et un nouveau langage littéraire. Cependant, il est révélateur qu'à côté de l'écriture radicalement novatrice, comme celle de Zofia Naukowska ou de Tadeusz Różewicz, la narration traditionnelle, et par exemple Jarosław Iwaszkiewicz, garde sa place. Certains auteurs, tels que Jerzy Andrzejewski, avec sa Semaine sainte, ne savent se libérer des clichés. Cependant, ce qui marque la plupart des ouvrages publiés en ce temps-là, et c'est malgré une mémoire toujours vivante, c'est une certaine perspective commune des expériences polonaises et juives, le fait de ne pas distinguer les sortes totalement différentes des juifs, de situer l'Holocauste sur le fond de l'expérience d'une occupation commune et de glorifier le soulèvement du ghetto de Varsovie en tant que modèle martyrologique d'un acte patriotique. Cette littérature porte aussi une autre marque dont des années plus tard parle Jan Błoński. Je cite, « On peut compter sur les doigts d'une main les textes littéraires présentant l'attitude de la société polonaise envers l'Holocauste, surtout au cours des décennies suivant la guerre. Il s'agit non seulement du fait que, face à l'Holocauste, la littérature reste totalement désemparée. Les sujets étaient épineux. Les écrivains craignaient d'entrer en conflit avec les sentiments et les attentes des lecteurs. » Citation finie.
La troisième phase dans la littérature d'après la guerre est marquée par une divergence de chemin empruntés par les écrivains. À partir de la moitié des années 50, une nouvelle perception de la guerre se manifeste, d'abord d'une façon peu perceptible. Mais plus clairement, avec le temps, apparaît une autre image de la guerre, celle-ci centrée sur le sort des Polonais. Il suffit ici de citer Roman Bratny ou Jerzy Andrzejewski. Il faut noter que le thème de l'Holocauste est toujours resté présent pour les auteurs d'origine juive ou ceux qui se considèrent comme juifs. Je ne citerai ici que Stanisław Vygotsky, Adolf Rudnicki, Arthur Sandauer. Pour un grand nombre d'entre eux, l'Holocauste est le sujet central le plus important dans les écrits. Cependant, pour les écrivains polonais, le sort des Juifs pendant la guerre devient de plus en plus marginal, surtout dans les années 60. Et les textes littéraires dans lesquels dominent des motifs antisémites comme Davidson, Henryka, David, fils d'Henri, de Bratny ou Głupia sprawa, sot affaire de Dobrowolski, doivent être considérés comme une curiosité et une des conséquences des événements de 1968, moment de l'expulsion des milliers de Juifs par le régime qui l'a privé de la citoyenneté polonaise. Néanmoins, les récits de ce genre sont fréquemment publiés en ce temps-là. La mémoire polonaise de l'Holocauste se situe, pour ainsi dire, à côté, d'une façon anti-empathique par rapport au sort des Juifs pendant la guerre. Ceci s'explique également par l'effet de manipulation de la propagande historique ainsi que par les formes singulières que prend la culture de masse, par exemple dans la production cinématographique. C'est l'expérience des Polonais qui domine pendant des décennies la mémoire polonaise de la Deuxième Guerre mondiale. Une telle prédominance s'observe dans la littérature polonaise jusqu'à nos jours. Ce qui constitue un phénomène à part, ce sont les ouvrages des écrivains tels que Anna Kral et Henryk Grünberg ou Bogdan Wojdowski, qui constituent une nouvelle formation, celle des artistes plus jeunes ayant vécu la guerre dans leur enfance et dont l'œuvre peut être considérée comme appartenant à la fois à l'héritage polonais et juif. Leurs écrits sont presque entièrement concentrés sur l'Holocauste. Ils n'hésitent pas à y poser les questions et les problèmes les plus difficiles sans tenir compte de leur popularité ou impopularité. Leur mémoire de la Shoah est cependant spécifique, pour ainsi dire parallèle au courant de la mémoire polonaise du traumatisme de guerre. Ils publiaient aussi bien en Pologne qu'en exil, comme Grünberg, et chacun a son travaillé son propre style. Les ouvrages autobiographiques, comme celle de Grünberg, et dans une certaine mesure de Wojdowski, ou celles qui constituent un dialogue particulier avec ceux qui donnent un témoignage de leur propre expérience, comme c'est le cas d'Anna Kral, représente une formule d'instinct de la mémoire juive rédigée en langue polonaise. Il faut mentionner ici le meilleur des romans de Wojdowski, Le pain lancé aux morts, qui se distingue par son originalité. L'écrivain y arrive à créer une synthèse des expériences extrêmes du ghetto et à rendre non seulement la mort de la communauté juive, mais aussi la destruction de l'héritage culturel de la diaspora. La quatrième étape du développement de la littérature polonaise prend en compte les problématiques de l'Holocauste vers la fin des années 70. C'est à partir de ces moments-là qu'il revient le thème de l'Holocauste, cette fois dans une autre approche dans le livre de Jerzy Ficowski, La lecture des cendres de 1979, ou d'Andrzej Szczypiorski avec son roman Le Début, 1990.
Six. Cette étape, qui peut être appelée inclusive, incorporant en narration polonaise l'expérience juive de l'Holocauste, durait jusqu'à aujourd'hui. Il vaut cependant la peine de noter la diversité des figures de la mémoire au traumatisme des guerres présentées dans les ouvrages les plus divers. À partir de ce moment, l'image parfois schématisée de l'histoire change. Les destins des personnages révèlent un nombre grandissant d'impertrements, de complications. Des questions sont posées qui manquaient antérieurement. Les auteurs polonais recommencent, pour ainsi dire, de construire les récits du traumatisme de guerre en recourant à divers moyens qui servent le processus d'inclusion que j'ai mentionné. Une partie de ces ouvrages est sans doute empruntée de singularité. Stupioski, par exemple, se sert des clichés dans la construction de ses protagonistes, mais en même temps, comme d'autres auteurs polonais, il procède à l'inscription plutôt caractéristique et bien schématisée de l'Holocauste dans le destin des Juifs unique dans l'histoire du monde. Le narrateur de Stupioski pose une question rhétorique, je cite. Aurait-il été choisi pour souffrir particulièrement et pour donner ainsi un témoignage particulier? Citation finie. Le caractère exceptionnel de l'Holocauste est cependant bientôt relativisé par l'énumération d'autres variantes des génocides qui ont eu lieu durant le XXe siècle. Pour Stupioski, la guerre est visiblement le temps de la mort de tout. Les dangers de la mort ne distinguent personne. Le sifflement d'une locomotive entendue dans une ville occupée fait naître la pensée, je cite, « Il se peut que ce train transporte vers la mort des Polonais. Il se peut que ce soit des Juifs, des Allemands ou des Russes. » Citation finie. D'une part, donc, ce récit apporte une reconstruction de la mémoire sur la présence des Juifs en Pologne. D'une autre part, toutefois, les stéréotypes qui sont présents, de même que l'universalisation étonnante de l'Holocauste, témoignent d'une attitude bien étrange de l'écrivain. Et maintenant, le troisième partie. Les changements politiques en Pologne, il y a 30 ans, ont rendu possible les débats publics centrés sur les parutions de chercheurs comme Jan Tomasz Gross, Barbara Engelking ou Jan Grabowski. Il ne reste aucun doute que leur portée et l'engagement de nombreux destinataires ont profondément bousculé la conscience sociale. Ici, je veux indiquer un autre changement, celui qui concerne la littérature. Je tiens à indiquer divers courants présentés dans les textes littéraires polonais du XXIe siècle. Dans le premier de ces courants, il est question de faire le point avec le passé. Cette tendance, que j'appelle noire, comprend en plus de textes les plus retentissants, c'est-à-dire Les voisins et la peur de Jan Tomasz Gross, des reportages historiques contemporains comme Puczki de Paweł Reszka. Il s'agit sur un document sur les chercheurs de l'or juif caché, et Drzazga, les chartes ou Message plus fort que la mort de Miroslav Tryczek. Les auteurs, non seulement ils révisent l'image du passé, mais aussi touchent les comportements et les attitudes polonais, tabouisés et souvent passés sous silence, envers les Juifs pendant et après la guerre. Ce qu'il y retient très fort, c'est la prise de conscience de la différence fondamentale entre les destins polonais et juifs et de la culpabilité éthique, terme de Jasper, du chrétien qui regarde le ghetto sur laquelle écrivait Czesław Miłosz. La seconde tendance dont la présence est visible, surtout dans la littérature populaire,
Peut-être décrit comme courant de divertissement, il est favorisé par un climat propice au kitsch. Erika Lehrer et Ruth Gruber ont décrit ces phénomènes généralisés dans les pays d'Europe centrale et orientale en soulignant la perdurance des stéréotypes. Mais le phénomène sur lequel je voudrais attirer une attention particulière est lié à l'inclusion déjà mentionnée. Il s'agit de récits dans lesquels la sphère de contact polono-juif est le plus souvent créée et reconstruite. Ces auteurs traitent cependant l'histoire polono-juive comme un passé commun, bien qu'elle soit évidemment présentée de façon les plus diverses. Et la sphère de contact, selon Pratt, est un espace de coexistence, d'interaction, de transculturation, mais aussi d'inégalité et de conflits. Parmi les textes qui, comme je le crois, appartiennent au courant inclusif, marqué justement par la description de diverses formes de contact polono-juif, parmi de nombreuses narrations qui contiennent probablement les exemples contemporains les plus significatifs de la mémoire polonaise, de l'héritage juif, je suis tentée de distinguer des variantes différentes. En effet, elles participent actuellement tout à la création de la mémoire de l'expérience de la guerre. Le premier cas, je l'appelle la stratégie d'anecdote, est présenté chez Stepan Twardowski dans les romans Le Roi et le Royaume, appartenant à la littérature populaire. Il s'agit d'une duologie liée par les personnes centrales Jacob Shapiro. La narration prend la forme d'une rétrospective et le destin des protagonistes centraux s'est joué avant tout et justement dans les zones communes, celles des contacts polono-juifs, à partir du marché des restaurants jusqu'à la sphère cruciale de la biographie de Shapiro, celle de la rivalisation sportive. Et le Royaume, Królestwo, la deuxième partie du roman, se déroule dans les réalités de la guerre et de l'Holocauste. L'action du thriller est cependant marquée d'un certain schématisme. Les protagonistes sont représentés par des figures simplifiées, une sorte d'image et de référence trop évidente. Je l'attribue tout de même aux exigences du roman populaire. Ce qui importe, à mon avis, c'est le fait même d'avoir saisi dans le passé un sujet important, d'avoir traité la présence des Juifs d'une façon inclusive, d'avoir enfin compris que la narration de l'histoire polonaise ne saurait se référer uniquement au destin polonais. Une autre formule est appliquée par Igor Ostachowicz dans le roman La nuit des Juifs vivants, où sur les registres grotesques et macabres, l'auteur déclare la lanterne de destination pour la présence ininterrompue des absents dans l'espace varsovien. Pourquoi, sous les pavés de Varsovie, les Juifs morts mènent une vie normale pendant que les victimes polonaises de la guerre dorment tranquillement? La question posée par l'auteur nous mène au problème que l'inclusion et la différence. En effet, les victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été suffisamment déplorées. Aucun deuil à préserver dans notre mémoire. Il n'y a que les disparus polonais qui sont inondés de lampions, je cite, de lampions, de fleurs, de prières et de vocations. Citation finie. Il ne serait donc pas injuste d'admettre que dans sa couche la plus profonde, il s'agit dans le récit d'Ostachowicz de surmonter l'indifférence, d'apprendre l'empathie et la solidarité avec les victimes juives. Le roman pourrait être considéré comme une narration sur les changements s'opérant dans la mentalité polonaise, sinon le choix de la formule utilisée qui suggère qu'il s'y
agite des faits imaginaires. C'est dans une certaine mesure un diagnostic bien armé de la mémoire polonaise du passé. Encore une autre stratégie déjà connue est de se concentrer sur la description des propres expériences de la guerre, comme c'est le cas des relations autobiographiques des représentants d'une génération plus âgée, notamment celle d'Rita Miel, Ida Fink ou de Michał Głowinski. Ces trois auteurs ont pour commune des expériences traumatiques, mais aussi le fait qu'ils se sont décidés à consigner par écrit leur destin relativement tard, à un âge bien mûr, comme si la langue de leur récit devait mûre elle-même pour pouvoir supporter leur narration. Cette stratégie autobiographique de l'ancienne génération est une démarche qui consiste à faire référence au passé polono-juif, y compris celui du temps de l'Holocauste. C'est un geste choisi également par de nombreux auteurs plus jeunes, dont Maciej Zaremba-Bielawski, Mikołaj Łoziński, Monika Schneiderman. Tous ces écrivains descendants de la génération des survivants perçoivent dans les récits familiaux l'ombre prolongée de l'Holocauste. Confrontés à un passé estropié, refoulé ou passé sous silence, ils procèdent à une sorte de reconstruction du monde disparu. Schneiderman présente l'histoire de sa famille polono-juive d'une façon particulièrement intéressante, en attirant l'attention sur l'espace commun des contacts polono-juifs, mais aussi sur le fait d'ignorer dans une grande mesure par les proches polonais les drames des Juifs dont la situation existentielle pendant l'occupation différait radicalement de celle des Polonais. L'auteur présente des modes de fonctionnement bien différents de la mémoire du temps de la guerre, entreprenant des recherches quasi archéologiques des destins de la partie juive de la famille. Schneiderman cherche des traces pour recouvrer une histoire perdue. Ainsi, elle rappelle ceux qui n'ont laissé presque aucun souvenir. La deuxième partie apporte le récit de la vie d'une famille de propriétaires terriens polonais, riches et privilégiés, dont l'éthos patriotique est empreint de tendances nationalistes. L'ensemble constitue un récit particulièrement intéressant de deux mondes existant en quelque sorte en parallèle, aussi bien avant la guerre que pendant l'occupation. La partie polonaise remarque certes la disparition d'un juif de leur connaissance, mais n'y pas prête une attention particulière comme si son engagement patriotique, ses efforts pour survivre à l'occupation étaient une voie efficace cachant l'Holocauste qui se déroulait tout près. Et la littérature yiddish sur l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale est très nombreuse. Il se distingue par son caractère autobiographique, proche des mémoires, par la perception de la mémoire comme un devoir fondamental des générations suivantes. On parle le plus souvent de la Pologne comme d'un grand cimetière, d'un lieu unique et douloureux. Il convient également de mentionner que très peu de ces textes ont été traduits en polonais, ce qui donne l'impression que les Polonais eux-mêmes préfèrent construire une histoire sur ces passés traumatiques. Citons par exemple les textes écrits pendant l'occupation et immédiatement après la guerre par Rachel Auerbach, traduit et publié en polonais après plusieurs années, et Mémoires d'Abraham Sutzkever qui sont non traduits en polonais. Il serait mal contre
de ne pas citer ici stratégie qui certes n'est pas liée à la Deuxième Guerre mondiale ou l'Holocauste, mais aussi évoque d'une façon bien inclusive l'histoire des contacts polono-juifs, celle des livres de Jacob d'Olga Tokarczuk. J'appelle une stratégie de la présence culturelle. Le roman de Tokarczuk, c'est le récit d'apparition, du développement et de la chute du franquisme, un mouvement hérétique le plus intéressant qui constitue un défi tant pour le judaïsme que pour le christianisme, dont le catholicisme. L'œuvre spacieuse de l'auteur embrasse quasiment toute l'histoire de Jacob Frank et de sa secte. Dans la narration polonaise, l'histoire de l'hérésie franquiste était souvent tabouisée ou marginalisée. Or, l'auteur rappelle la passée révolue en indiquant en même temps les ondes particuliers des contacts polono-juifs liés à la naissance et au fonctionnement des groupes franquistes. En même temps, c'est précisément l'histoire des récits franquistes qui permettent de reconstruire la présence juive dans l'histoire de la Pologne. L'action d'une partie du livre se déroule dans les deux lieux polonais les plus importants d'un point de vue symbolique, à Częstochowa, et les prières de Frank devant l'image sainte de la Vierge Noire font prendre conscience au lecteur de l'importance de la Pologne pour les origines du mouvement de Jacob Frank. Le fait que le leader attache également certain espoir à un lieu particulier est attesté par le fait que le projet de Jacob Frank de changer le monde suppose également de lui gagner pour un pouvoir concret, non seulement religieux, mais aussi politique. Alors qu'il se trouve encore en Pologne, il envisage d'acquérir un territoire où il pourrait créer son propre État messianique. Le projet de prise de contrôle d'un territoire spécifique concernant, ce qui est également mentionné dans le roman, des terres multiethniques qui, à l'époque de Frank, appartiennent à la monarchie de Habsbourg, mais qui, au cours des siècles précédents, avaient fait partie de la première République polonaise. Les stratégies de présence culturelle que Tokarczuk propose deviennent l'une des plus intéressantes parmi les diverses attitudes inclusives des écrivains grâce à la revendication du passé dans lequel les relations polono-juives, les contacts étroits et une sorte particulière d'identité syncrétique proposée sont fondamentaux pour la transformation projetée du monde. La recherche d'un héritage super évident permet de trouver une autre trace de la présence juive dans l'espace polonais, ou plutôt dans celui de l'Europe centrale et orientale. Il fait prendre conscience au lecteur contemporain des conséquences de cette coexistence, en remarquant non seulement la présence des Juifs dans la longue histoire de cette partie de l'Europe, mais aussi l'influence les uns sur les autres des communautés qui ont habité son territoire. Elles nous permettent également de constater l'absence de ces patrimoines, ou plutôt de nous rendre compte de l'ampleur de la perte que cette absence représente. Il faut par conséquent se poser une question. Qu'est-ce que les stratégies d'artistes aussi différents ont en commun? On oublie tout particulier de la Première Guerre mondiale. Les Polonais disent souvent, c'est pas la notre guerre, et une concentration sur l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, sur les destins liés au temps de l'occupation. J'ai essayé de décrire une certaine évolution que la littérature polonaise a subie, traitant à la fois des traumatismes de la guerre et parfois de l'Holocauste. Je pense que des années plus tard, du moins dans une certaine mesure, les récits polonais sur le passé ont changé.
Ce qui a changé dans le paradigme de la mémoire polonaise, c'est certainement la prise de conscience de la présence juive. Une présence qui n'est pas seulement durable, mais significative, influençant le passé. L'attitude surmentionnée d'inclusion, celle de la communauté juive dans la narration de l'histoire, est une dominante fondamentale. Elle témoigne de changements dans la façon de penser et de décrire le monde révolu. Elle est la preuve que la forme de l'histoire du passé et de l'identité polonaise est sujette à une évolution. Les auteurs que j'ai retenus reprennent des thèmes qui proviennent de registres différents, utilisent des astuces littéraires bien diverses, mais ils sont tous conscients de l'importance du savoir pour construire, ou plutôt reconstruire l'histoire. Ils sont convaincus qu'il est nécessaire de rappeler le monde juif et les sphères de contact polono-juif. Ils perçoivent en quelque sorte le passé comme celui de la communauté mondiale. Le paysage de la mémoire de la guerre acquiert une autre dimension, celle d'une catastrophe culturelle. La Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste ont entraîné la mort de millions d'individus et la destruction de la culture juive en Europe orientale. C'est en cela aussi que je verrai le novum, la littérature polonaise de ces 40 dernières années. Merci beaucoup. Alors, merci Alina. Moi, je vais essayer je vais devoir me rapprocher. On change? Mais non, vous restez là parce que si jamais il y a des questions. Alors, attendez, on va juste sortir de la présentation pour revenir. Ah, je vous remercie de m'avoir accordé tant de votre bienveillante attention. Okay. No, c'est nous qui vous remercions. Allora, se ci sono domande o commenti per la comunicazione di Alina Molisak, ci sono, allora c'è questo microfono che chiederei cortesemente a qualcuno di far girare nel caso ci siano degli interventi, perché se no, vabbè, ci sentiamo meglio, in realtà no, forse non serve perché in realtà la traduzione, se c'è da tradurre la farò direttamente io perché altrimenti sui canali di interpretazione era molto complicato da gestire. Quindi chiedo se abbiamo ancora qualche minuto, immagino, sì. Se ci sono degli interventi, se io avevo una domanda, la faccio prima in francese a Alina e poi a Lisa e poi la traduco in italiano. Je me demandais, donc d'abord merci pour ce panorama et cette périodisation de la littérature polonaise et polono-juive, qui a bien montré que bon, il y a une mémoire qui est en train peut-être de devenir partagée, mais avec beaucoup de difficultés. Ce que je me demandais, c'est que bon, là, on parle de littérature, mais est-ce que dans les autres médias, par exemple, dans les produits audiovisuels, par exemple, qui vont toucher un plus grand nombre un public plus large, est-ce que ce processus de reconnaissance de la présence et de l'importance de la présence juive en Pologne est prise en compte? Alors, je ne sais pas si ça sort un petit peu du cadre de votre travail, mais je me demandais au niveau de l'impact sur la population polonaise. Allora, traduco, ho chiesto se in altri media che non sono la letteratura, cioè per esempio nell'audiovisivo, questo fenomeno di riconoscimento della presenza e dell'importanza della popolazione ebrea in Polonia è un processo che si sta attualmente realizzando, perché l'impatto di queste produzioni culturali, diciamo, è ovviamente più importante sulla popolazione, diciamo, più ampia. C'était très semblable dans les films, par exemple. Après la guerre, nous avons des films qui sont assez importants. Et
mais c'est très court, 3-4 ans après la guerre. Et puis après, les Polonais ont fait des films sur la guerre, mais très héroïques et aussi très populaires. Nous sommes les grands Polonais qui luttent contre les Allemands, etc. Ou dans une autre mesure, ce seront aussi les films populaires, la guerre comme une adventure, comme une aventure, comme quelque chose assez grave, mais aussi intéressant. Et ce sont les années, on a répété ces films en télévision, etc. Et ça change depuis, je pense, en même temps qu'en littérature. L'année après changement de la Pologne, le changement politique. Et les 30 dernières années, nous avons les films plus valables, mais aussi plus compliqués. La guerre, c'est pas simple héroïsme polonais. C'est parallèle quand même. D'accord, très bien. Allora, traduco soltanto per il pubblico. Non so se, non so se le interpreti, vabbè, eravamo d'accordo che traducevo io, quindi lo faccio, poi vediamo. Allora, in pratica ha detto Alina che la produzione cinematografica soprattutto segue molto questa periodizzazione fatta dalla letteratura, quindi mentre in un primo momento c'è questa rappresentazione della guerra come evento eroico, come anche evento, diciamo, pericoloso ma interessante, che permette di mettere in risalto il proprio eroismo, appunto. Poi a un certo punto, negli ultimi anni, si assiste a una produzione invece che problematizza molto di più, quindi in cui si rappresenta una complessità della situazione bellica. Allora, c'era una domanda? Sì? Sì? Je me demandais si j'avais vu il y a des années un auteur qui est très intéressant qui s'appelle Yuri Orlev. Qui s'appelle Yuri Orlev. Ah, yes, oui, oui. Il y a ce petit livre qui est un livre pour l'enfance, en fait, qui s'appelle L'île en bruit des oiseaux. Et c'est une belle description qui va tout à fait dans la direction que vous disiez, des organisations de la direction des rapports entre le juif et le polonais. Et j'ai trouvé le livre génial. Je me demandais s'il y a une politique éducative aussi dans cette direction, de normalisation de la description de la situation sociale avant-guerre. Parce que je trouvais que c'était un phénomène tellement bien reçu. Je ne sais pas s'il y a les transcriptions au niveau de films, de télévision, du cinéma, ou s'il y a des autres phénomènes analogues. C'est vraiment très touchant. C'est un livre très intéressant. Yuri Orlev, il était en Pologne et le livre est traduit en polonais. Ce sont des années après le changement politique. Mais c'est aussi assez différent. Il a écrit ses livres en hébreu. Et notamment, c'est très intéressant aussi que si on regarde des livres traduits de yiddish et traduits d'hébreu, plus nombreux dans les 30 dernières années, ce sont des traductions de littérature israélienne contemporaine, littérature hébraïque. C'est étonnant aussi, mais avec yiddish, c'est plutôt compliqué. Mais le film, on a vu aussi en Pologne. Allora, traduco per il pubblico. Quindi la domanda era su un libro di Yuri Orlev che si intitola, se ho sentito bene, L'isola degli uccelli, che è un libro... Com'è? L'isola in via degli uccelli. Non ho capito. L'isola? In via degli uccelli, ok. In cui è un libro per ragazzi, una letteratura per l'infanzia, in cui
si mette in atto questa normalizzazione dei rapporti tra gli ebrei e i polacchi. E quindi la domanda era se esisteva una politica educativa e se questo caso può essere rappresentativo di un filone anche, diciamo, rivolto all'infanzia di questo tipo. Allora, la risposta invece di Alina è che questo è un caso molto interessante. Questo libro è stato tradotto in polacco dall'ebraico dopo il grande cambiamento politico, l'osservazione era che negli ultimi 30 anni è stata tradotta molta letteratura israeliana, diciamo in lingua ebraica, e meno letteratura in Yiddish, quindi viene tradotta la letteratura israeliana come la letteratura di un paese, diciamo, estero, e quindi i rapporti tra invece la letteratura Yiddish e la letteratura polacca sono ancora molto complicati. Forse c'era Laura che voleva... Anna, sì, ecco, si può fare una domanda anche online? Certo. Benissimo, grazie. Allora, sarà brevissima, la dico prima in polacco e poi la traduco in italiano, va bene? Alinko, po pierwsze ogromnie dzięki, to było wspaniałe, naprawdę, fantastycznie. Potem wszystko przetłumaczę, naprawdę, bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczna. A teraz takie może głupie, na pewno ponure pytanie, bo jaka jest sytuacja obecna, co Ty myślisz, jak będzie? Oczywiście nikt nie wie, co będzie w przyszłości, tym bardziej w Polsce, ale bo wiemy do tej pory, jakie ogromne presje rząd robił nad badaniami historycznymi. A czy już były takie presje również nad literatami? Allora, la domanda è che, vabbè, prima di tutto ho ringraziato moltissimo Alina, che ho l'onore e il piacere di conoscere da molti anni per questa bellissima e così capiente presentazione. E poi le ho detto, ma ti faccio una domanda, forse stupida, comunque un po' tetra, ovvio che nessuno conosce il futuro, tanto più in Polonia, ma allora sappiamo quali sono le pressioni anche abbastanza violente fatte dal governo sulla ricerca storica che riguardi appunto l'ambito dei rapporti ebraico-polacchi, e se secondo lei ci sono state o già si prevedono in un futuro prossimo pressioni simili anche riguardo ai letterati. Alors, je vais, Laura, czy ja mam Ci odpowiadać po polsku i Ty tłumaczysz, czy ja odpowiadam po francusku? Może lepiej po francusku, bo... Ok, merci pour ces questions. C'est difficile, nous avons maintenant, depuis 6-7 ans, les politiques assez nationales, assez très nationales, je vais souligner, et on accepte ce qui m'inquiète, pas moi, mais les autres aussi, c'est l'acceptance de l'antisémitisme dans l'espace public, dans ce national niveau. Et je pense que ce sont différentes questions. La littérature, c'est quelque chose d'autre. Alors, la littérature est libre. Et ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. C'est quelque chose d'autre. Mais trop difficile. Et c'était déjà depuis 4-5 ans pour les recherches scientifiques. Et on a... c'est quelque chose de compliqué, mais très exceptionnel. Peut-être on peut dire que pendant il y a 2 ans ou 3 ans, un des chercheurs du Centre de recherche de la Shoah a été accusé devant les jugements et qu'il a écrit quelque chose faux dans un livre assez bien documenté. C'est quelque chose d'exceptionnel dans l'Europe, je pense.
Et c'est très difficile pour chercheurs, pour les gens des sciences, mais pour la littérature, nous n'avons pas censure encore. Alors, je pense que ça change peut-être. Merci. Allora, traduco per il pubblico. Quindi, diciamo che da 6-7 anni in Polonia c'è una politica molto nazionalista e la cosa che preoccupa di più è l'accettazione dell'antisemitismo nello spazio pubblico. Però bisogna distinguere le due questioni, cioè bisogna distinguere diverse questioni, perché per esempio se la letteratura è libera, cioè non è sottoposta a censura, lo stesso non vale per la ricerca scientifica. Per esempio c'è stato un caso eclatante 2 o 3 anni fa di un ricercatore del centro di ricerca sulla Shoah che è stato accusato di aver scritto in un libro molto ben documentato delle informazioni false. E questo è un caso, diciamo, eccezionale all'interno dell'Unione Europea e quindi è molto difficile fare ricerca su questi temi in Polonia oggi. Merci. Quindi ci sono altri interventi? Se non c'è più nessuno, allora ringraziamo Alina Molisak per questo bellissimo panorama, davvero.